Bonjour et bienvenue sous l'arbre à palabres. Je vous propose la lecture d'une si longue lettre de Mariam Abba. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Bonne écoute. Chapitre 22. Je ressens une immense fatigue, elle vient de mon âme et alourdit mon cœur. Ousmane, mon dernier-né, me tend ta lettre. Ousmane a 6 ans. C'est tante Aïssatou. Il a le privilège de m'apporter toutes tes lettres. Comment les reconnaît-il? À leur timbre, à leur enveloppe, à l'écriture soignée qui te reflète, à l'odeur de la lavande qui en émane. Les enfants ont des points de repère qui ne ressemblent pas aux nôtres. Ousmane savoure sa trouvaille, il triomphe. Ces mots caressants qui me décrispent sont bien de toi et tu m'apprends la fin. Je calcule. Demain, c'est bien la fin de ma réclusion et tu seras là à portée de main, de ma voix, de mon regard. Fin ou recommencement? Mes yeux décèleront tes moindres changements. J'ai déjà fait la somme des miens. La réclusion m'a tanné. Les soucis m'ont ridé, ma graisse a fondu. Je tâte souvent des os là où se gonflait la chair. L'important ne sera pas sur nos corps en présence. L'essentiel, c'est le contenu de nos cœurs qui nous anime. L'essentiel est la qualité de la sève qui nous inonde. Tu m'as souvent prouvé la supériorité de l'amitié sur l'amour. Le temps, la distance, autant que les souvenirs communs ont consolidé nos liens et font de nos enfants des frères et des sœurs. Réunis, ferons-nous le décompte de nos floraisons fanées ou enfouirons-nous de nouvelles graines pour de nouvelles moissons? J'entends le pas de Daba, elle revient du lycée où elle a répondu à ma place à une convocation. Conflit entre Madofal, mon fils, et son professeur de philosophie. Leurs heurts sont fréquents au moment de la remise des copies de dissertation corrigées. Entre Daba et Madofal, l'écart d'âge est notable dû à 2 grossesses avortées. Cela, tu le sais. Ce heurt que Daba va calmoter est le 3e en 6 mois de cours. Madofal a des dons littéraires remarquables. Depuis la 6e, il a dominé sa classe en cette matière. Mais cette année, pour une majuscule oubliée, des virgules omises, un mot mal orthographié, son professeur lui enlève 1 ou 2 points. De ce fait, Jean-Claude, un blond, un second de toujours, se hisse à la première place. Le professeur ne peut tolérer qu'un nègre soit le premier en philosophie. Et Madofal respecte. S'ensuivent toujours un accrochage, une convocation. Daba était prête à dire vertement son fait au professeur, mais je l'ai tempéré, la vie est un éternel compromis. L'essentiel, je l'explique, est la dissertation d'examen. Cette copie, elle aussi, sera à la merci de son correcteur. Personne n'aura de prise sur lui. Alors pourquoi révolter un professeur pour 1 ou 2 points qui ne changeront jamais le destin d'un élève? Je dis toujours à mes enfants, vous êtes des élèves entretenus par vos parents. Travaillez pour mériter leur sacrifice. Cultivez-vous au lieu de contester. Devenez adultes pour que vos points de vue aient du crédit. Il faut qu'ils émanent d'un savoir sanctionné par des diplômes. Le diplôme n'est pas un mythe. Il n'est pas tout, certes, mais il couronne un savoir, un labeur. Demain, mettez au pouvoir qui vous voulez, qui vous convient. Ce sera votre choix qui dirigera ce pays et non le nôtre. Notre société actuelle est ébranlée dans ses assises les plus profondes, tiraillée entre l'attrait des vices importés et la résistance farouche des vertus anciennes. Le rêve d'une ascension sociale fulgurante pousse les parents à donner plus de savoir que d'éducation à leurs enfants. La pollution s'insinue autant dans les cœurs que dans l'air. Nous sommes ceux du passé, déphasés ou dépassés, croulants peut-être. Mais toutes les 4, nous étions pétris de rigueur, avec une conscience debout et des vivaces interrogations pointées douloureusement en nous. Nos maris, Aïssatou, si malheureuse que fût l'issue de nos unions, nos maris avaient de la grandeur. Ils avaient mené le combat de leur vie, même si la réussite leur échappait, on ne vient pas facilement à bout des pesanteurs millénaires. Je regarde les jeunes, où les yeux lumineux prompts à la riposte, quand l'honneur bafoué réclamait réparation, ou la fierté vigoureuse qui guidait vers le devoir toute une concession. L'appétit du vivre tue la dignité du vivre. Tu vois que je m'éloigne du problème de Madofal. Le proviseur du lycée cerne bien le conflit.
Modophale, professeur, mais aller donner raison à un élève contre un professeur. Daba est là, à mes côtés, légère, souriante de toutes ses dents, pour la mission bien accomplie. Daba, les travaux ménagers ne l'accablent pas. Son mari cuit le riz aussi bien qu'elle, son mari qui proclame quand je lui dis qu'il pourrit sa femme. Daba est ma femme, elle n'est pas mon esclave ni ma servante. Je sens mûrir la tendresse de ce jeune couple qui est l'image du couple tel que je la rêvais. Ils s'identifient l'un à l'autre, discutent de tout pour trouver un compromis. Je tremble tout de même pour Daba. La vie a ses surprises. Quand je lui en parle, elle hausse les épaules. Le mariage n'est pas une chaîne, c'est une adhésion réciproque à un programme de vie. Et puis, si l'un des conjoints ne trouve plus son compte dans cette union, pourquoi devrait-il rester ? C'est peut-être Abou, son mari, c'est peut-être moi, pourquoi pas ? La femme peut prendre l'initiative de la rupture. Elle raisonnait sur tout, cet enfant. Elle me dit souvent, je ne veux pas faire de politique. Non que le sort de mon pays et surtout le sort de la femme ne m'intéresse, mais à regarder les tiraillements stériles au sein d'un même parti, à regarder l'appétit de pouvoir des hommes, je préfère m'abstenir. Non, je n'ai pas peur de la lutte sur le plan de l'idéologie, mais dans un parti politique, il est de rare que les femmes aient la percée facile. Le pouvoir de décision restera encore longtemps aux mains des hommes, alors que la cité, chacun le sait, est l'affaire de la femme. Je préfère mon association où il n'y a ni rivalité ni clivage, ni calomnie ni bousculade. Il n'existe pas de poste à partager, ni de place à non-tir. La direction varie chaque année. Chacune de nous a des chances égales de faire valoir ses idées. Nous sommes utilisés selon nos compétences dans nos manifestations et organisations qui vont dans le sens de la promotion de la femme. Nos recettes aident des œuvres humanitaires. C'est un militantisme aussi utile qu'un autre qui nous mobilise, mais c'est un militantisme sain qui n'a pas de récompense que la satisfaction intérieure. Elle raisonnait, cette enfant. Elle avait des points de vue sur tout. Je la regarde, Daba, mon aîné, qui m'a admirablement secondée auprès de ses frères et sœurs. C'est Aïssatou, ton homonyme, qui a pris sa relève dans la démarche de la maison. Aïssatou fait la toilette des plus petits, Oumar, 8 ans, et Ousmane, ton ami. Les autres se débrouillent bien. Aïssatou est aidée dans sa tâche par Ami et sa jumelle Awa, qu'elle initie. Mes jumelles sont si semblables que je les confonds parfois. Elles sont espiègles et jouent des tours à tout le monde. Awa travaille moins bien qu'Aminata. Si semblables physiquement, pourquoi ont-elles des caractères différents ? De jeunes enfants ne posent pas de graves problèmes d'entretien et d'éducation. Lavés, nourris, soignés, surveillés, les miens poussent avec bien sur la bataille presque quotidiennement contre plaies, rhumes, maux de tête où j'excelle à force de combattre. Et Madoba qui vient à mon secours pour les vraies maladies. Si je stigmatise sa faiblesse qui a cassé vos liens, je le loue sincèrement pour l'aide qu'il m'apporte. Malgré la désertion de notre foyer par son ami Modou, à n'importe quelle heure, je peux le réveiller. Chapitre 23. Mes grands-enfants me causent des soucis. Mes tourments s'estompent à l'évocation de ma grand-mère qui trouvait dans la sagesse populaire un dicton approprié à chaque événement. Elle aimait à répéter « La mère de famille n'a pas du temps pour voyager, mais elle a du temps pour mourir ». Elle se lamentait quand, somnolente, elle devait malgré tout abattre sa part de besogne. « Ah, que n'ai-je un lit pour me coucher ?» Espiègle, je lui désignais les 3 lits de son logis. Elle s'irritait. « La vie est devant toi, pas derrière. Que Dieu fasse que tu éprouves ma situation. » Et me voilà aujourd'hui éprouvant sa situation. Je croyais qu'un enfant naissait et grandissait sans problème. Je croyais qu'on traçait une voie droite et qu'il l'empruntait allègrement. Or, je vérifiais à mes dépens les prophéties de ma grand-mère. Naître des mêmes parents ne crée pas forcément des ressemblances chez les enfants. Leur caractère et leurs traits physiques peuvent différer, ils diffèrent souvent d'ailleurs. Naître de mêmes parents, c'est comme passer la nuit dans une même chambre.
Pour apaiser la peur de l'avenir que ces mots pouvaient susciter, ma grand-mère offrait des solutions. Des caractères différents requièrent des méthodes de redressement différentes. De la rudesse ici, de la compréhension là, les taloches qui réussissent aux tout petits vexent les aînés. Les nerfs sont soumis quotidiennement à dure épreuve, mais c'est le lot de la mère. Brave grand-mère, je puisais dans ton enseignement et ton exemple le courage qui galvanise au moment des choix difficiles. L'autre nuit, j'avais surpris le trio, comme on les appelle familièrement, Aram, Yassine et Djeneba, en train de fumer dans leur chambre. Tout dans leur attitude dénonçait l'habitude, la façon de coincer la cigarette entre les doigts, de l'élever gracieusement à la hauteur des lèvres, de la humer en connaisseuse. Les narines frémissaient et laissaient échapper la fumée, et ces demoiselles aspiraient, expiraient, tout en récitant les leçons, tout en rédigeant les devoirs. Elles savouraient leur plaisir goulûment, derrière la porte close, car j'essaie de respecter le plus possible leur intimité. Djeneba, Aram et Yassine me ressemblent, dit-on, une amitié serviable et lie, soutenue par de multiples affinités. Elles forment un bloc avec les mêmes réactions, défensives ou méfiantes, face à mes autres enfants. Elles usent ensemble robes, pantalons, corsages ayant presque la même taille. Je n'ai jamais eu à intervenir dans leur conflit. Le trio a la réputation d'être studieux. Mais de là à s'octroyer la licence de fumer, ma colère les foudroya. J'étais offusquée par la surprise, une bouche de femme exaltant l'odeur âcre du tabac, au lieu d'embaumer, des dents de femme noircies de nicotine au lieu d'éclater de blancheur. Pourtant leurs dents étaient blanches. Comment s'y prenaient-elles pour réaliser cette performance ? Je jugeais affreux le port du pantalon quand on n'a pas dans la Constitution le relief peu excessif des occidentales. Le pantalon fait saillir les formes plantureuses de la négresse que souligne davantage une cambrure profonde des reins, mais j'avais cédé à la ruée de cette mode qui saignait et gênait au lieu de libérer. Puisque mes filles voulaient être dans le vent, j'avais accepté l'entrée du pantalon dans les garde-robes. J'eus tout d'un coup peur des affluents du progrès. Ne buvait-elle pas aussi ? Qui sait, un vice pouvant en introduire un autre ? Le modernisme ne peut donc être sans accompagner de la dégradation des mœurs. Étais-je responsable d'avoir donné un peu de liberté à mes filles ? Mon grand-père refusait l'accès de notre maison aux jeunes gens. À 10 heures du soir, une clochette à la main, il avertissait les visiteurs de la fermeture de la porte d'entrée. Il scandait les tintements de la clochette du même ordre que celui qui n'habite pas ici déguerpisse. Moi, je laissais mes filles sortir de temps en temps. Elles allaient au cinéma sans ma compagnie. Elles recevaient copines et copains. Des arguments justifiaient mon comportement. À un certain âge, irrémédiablement, le garçon ou la fille s'ouvre au sentiment de l'amour. Je souhaitais que mes filles en fassent sainement la découverte, sans sentiment de culpabilité, sans cachotterie, sans avilissement. J'essayais de pénétrer de leurs relations. Je créais un climat propice au bon maintien et à la confidence. Et voilà que de leur fréquentation, elles ont acquis l'habitude de fumer. Et je ne savais rien, moi qui voulais tout régenter. La sagesse de ma grand-mère me revenait encore à l'esprit. On a beau nourrir un ventre, il se garnit quand même à votre insu. Il me fallait réfléchir. Une réorganisation s'imposait pour enrayer le mal. À génération nouvelle, nouvelle méthode, aurait sans doute suggéré ma grand-mère. J'acceptais d'être vieux jeu, la novicité du tabac m'était connue et je ne pouvais souscrire à sa consommation. Ma conscience la rejetait comme elle rejetait l'alcool. Je pourchassais dès lors son odeur sans répit. Elle jouait à cache-cache avec ma vigilance. Sournoise, ironique, elle taquinait mes narines, puis s'enfuyait. Son refuge préféré restait les toilettes, surtout la nuit, mais elle n'osa plus s'étaler, alerte et impudique. Chapitre 24. Aujourd'hui, je n'ai pu terminer la prière du crépuscule à ma guise.
Des hurlements venus de la rue m'ont fait bondir de la natte où j'étais assise. Debout sur la véranda, je vois arriver mes fils Alioune et Malik en pleurs. Ils sont dans un état piteux, habits déchirés, corps empoussiérés par la chute, genoux sanguinolents sous la culotte. Une échancrure fend largement la manche droite du tricot de Malik. Du même côté, le bras pend lamentablement. L'un des gosses qui les soutient m'explique. Un cyclomoteur et son conducteur ont renversé Malik et Alioune. Nous jouions au football. Un jeune homme s'avance, chevelant, lunettes blanches, gris-gris au cou. La poussière grise de la rue maquille son ensemble jean. Malmené par les gosses dont il est la cible, une plaie rouge à la jambe, le voici visiblement gêné par tant d'hostilité. Avec un accent et des gestes polis qui contrastent avec sa mise débraillée, il s'excuse. J'ai vu trop tard les enfants en tournant à gauche. Je croyais accéder à une voie libre dans cette rue à sens unique. Je n'imaginais pas que les enfants y avaient installé un terrain de jeu. J'ai freiné inutilement. J'ai buté sur des pierres qui délimitaient la place du Gaulle. J'ai entraîné dans ma chute vos 2 fils ainsi que 3 autres garçonnets. Je m'excuse. Le jeune homme au cyclomoteur me surprend agréablement. Je me défoule, mais pas sur lui. Je connais la difficulté de conduire dans les rues de la ville, surtout dans la Médina, pour l'avoir affronté. La chaussée pour les enfants est un terrain de prédilection. Quand ils en prennent possession, plus rien ne compte. Ils s'y démènent comme des diables autour du ballon. Des fois, l'objet de leur ardeur est un chiffon épais, ficelé, arrondi. Qu'importe. Le conducteur n'a pour refuge que son frein, son klaxon, son sang-froid. On lui ouvre une haie désordonnée, vite refermée dans la bousculade. Derrière lui, les cris reprennent plus exaltés. « Jeune homme, tu n'es pas responsable, mes fils sont fautifs. Ils ont déjoué ma vigilance alors que je priais. Va, jeune homme, ou plutôt, attends que je te fasse apporter de l'alcool et du coton pour t'appeler. » Aïssatou, ton homonyme, apporte alcool, iodé et coton. Elle soigne l'inconnu, puis Alioune. Les gosses du quartier n'approuvent pas ma réaction. Ils souhaiteraient pour leur fauteur une punition. Je les rabroue. Ah, les enfants, ils provoquent un accident et de surcroît veulent sanctionner. Le bras pendant de Malik m'a l'air cassé. Il descend anormalement. Aïssatou, vite, vite, porte-le à l'hôpital. Si tu n'y trouves pas Mado, tu demanderas le service des urgences. Va, va, ma fille. Aïssatou s'habille rapidement et rapidement aide Malik à se nettoyer et à se changer. Le sang des blessures coagulées dessine sur le sol des taches sombres et répugnantes. Tout en les brossant, je pense à l'identité des hommes. Même sang rouge, irriguant, les mêmes organes. Ces organes situés au même endroit remplissent les mêmes fonctions. Les mêmes remèdes soignent les mêmes maux sous tous les cieux. Que l'individu soit noir ou blanc, tout unit les hommes. Alors pourquoi s'entretuent-ils dans des batailles ignobles pour des causes futiles en regard des massacres de vie humaine? Que de guerres dévastatrices, et pourtant l'homme se prend pour une créature supérieure. À quoi lui sert son intelligence? Son intelligence enfante aussi bien le beau que le mal, plus souvent le mal que le bien. Je reprends ma place sur la natte ornée d'une mosquée verte, réservée à mon seul usage comme la bouilloire de mes ablutions. Alioune, toujours reniflant, bouscule Ousmane pour s'emparer de sa place à mes côtés, à la recherche d'une consolation que je lui refuse. Au contraire, je profite de l'occasion pour le sermonner. La rue n'est pas un terrain de jeu. Tu t'en es bien tiré aujourd'hui, mais demain, attention, tu auras une fracture quelque part, comme ton frère. Alioune rouspète. Mais il n'y a pas de terrain de jeu dans le quartier. Les mères ne veulent pas que l'on joue au football dans les cours. Que faut-il faire alors? Sa remarque est pertinente. Il faut que les responsables de l'urbanisme prévoient des terrains de jeu comme ils ménagent des espaces verts. Des heures plus tard, Aïssatou et Malik reviennent de l'hôpital où Mado s'est une fois de plus bien occupé d'eux. Le bras plâtré de Malik m'indique que le bras pendant était bien cassé. Ah, que les gosses font payer cher la joie de les avoir mis au monde. Décidément, mon ami, c'est la cascade des événements malheureux. Je suis ainsi faite. Quand le malheur me tient, il ne me lâche plus. Aïssatou, ton homonyme est enceinte de 3 mois.
Farmata, la griotte au curry, m'a habilement manœuvré vers cette découverte désastreuse. La rumeur publique l'avait sans doute aiguillonnée, ou son sens développé de l'observation l'avait simplement servi. Chaque fois qu'elle lançait ses courriers pour couper nos discussions, nos points de vue divergeaient surtout, elle poussait des « hein », des mécontentements. À force soupir, elle signalait dans la masse désordonnée des courriers une jeune fille enceinte. J'avais bien remarqué l'amaigrissement soudain de ton homonyme, son manque d'appétit, le gonflement de ses seins, autant de signes révélateurs de la gestation qu'elle couvrait. Mais la puberté, elle aussi, transforme les adolescents. Elle les gonfle ou les amaigrit, les allonge, et puis Aïssatou, peu après la mort de son père, avait eu une crise violente de paludisme, entrayée par Madoba. La disparition de ses rondeurs datait de cette époque. Aïssatou refusait de regrossir pour conserver une taille fine. Je mettais naturellement sur le compte de cette nouvelle manie son peu d'alimentation et son dégoût de certains mets. Mince, elle flottait dans ses pantalons et ne portait plus, à ma grande joie, que des robes. Le petit Oumar me signala bien un jour qu'Aïssatou vomissait dans leur salle de bain chaque matin au moment de le laver. Mais Aïssatou, interrogée, nia par là de rejet d'eau mêlée à la pâte dentifrice. Oumar ne parla plus de vomissement. Ma préoccupation changea de centre d'intérêt. Comment pouvais-je imaginer la vérité qui tout à coup éclatait? Comment pouvais-je deviner que ma fille, qui calma ma colère lors de l'affaire des cigarettes, s'adonnait, elle, à un jeu plus grave? Le destin impitoyable me surprenait encore. Comme toujours, sans arme défensive. Farmata insistait chaque jour un peu plus sur la jeune fille enceinte de ses coris. Elle me le montrait, elle souffrait de son état, son attitude était éloquente. « Regarde, mais regarde donc, ce cori isolé, creux en l'air, regarde cet autre cori qui s'y adapte, face blanche en haut, comme une marmite et son couvercle, l'enfant est dans le ventre, fait corps avec sa mère. » Le groupe des deux coris est isolé, il s'agit d'une femme sans attache, donc une jeune femme sans mari. Mais comme les coris sont menus, c'est bien d'une jeune fille qu'il s'agit. Et sa main lançait et relançait les coris bavards. Elles se fuyaient, s'entrechoquaient, se chevauchaient. Leur tintement annonciateur remplissait le vent, et le même groupe de deux coris toujours s'isolait pour révéler une détresse. Je suivais sans passion leur langage. Et un soir, excédée par ma naïveté, Farmata osa. « Questionne tes filles, Ramatoulaye, questionne-les. Une mère de famille doit être pessimiste. » Troublée par la ténacité des répétitions, inquiète, j'acceptai la proposition. De peur de me voir changer d'avis, Farmata s'engouffra avec sa démarche de gazelle aux attaches fines dans la chambre d'Aïssatou. Elle en ressortit une lueur de triomphe dans l'œil. Aïssatou en pleurs la suivait. Farmata chassa Osman blotti dans mon boubou, verrouilla la porte et déclara « Les coris ne peuvent se tromper tous les jours. S'ils ont tant insisté, c'est qu'il y a quelque chose. L'eau et le sable sont mêlés, ils forment de la boue. Ramasse ta boue. » Aïssatou ne nie pas son état. Je l'ai sauvée en te révélant ce qui est. Toi, tu ne devinais rien. Elle n'osait pas se confier. Vous n'alliez jamais sortir de cette situation. L'émotion obstruait ma gorge. Moi, si prompte aux remontrances, je me taisais. Abasourdi, je suffoquais de chaleur. Mes yeux se fermèrent, puis s'ouvrirent à nouveau. Je mâchonnais ma langue. La première question qui vient à l'esprit à la découverte d'un pareil état est « Qui est l'auteur de ce vol? Car vol il y a. Qui est l'auteur de ce préjudice? Car préjudice il y a. Qui a osé? Qui? Aïssatou nomma un certain Ibrahima Sall, qui deviendra bien vite dans son langage Iba tout court. Je regardais avec ahurissement ma fille, si bien élevée, si tendre avec moi, si serviable dans la maison, si efficace en tout, tant de qualités pouvaient s'allier à pareil comportement. Iba est étudiant à l'université, étudiant en droit. Il s'était connu à la fête anniversaire d'une copine.
Iba venait la chercher parfois au lycée quand elle ne descendait pas à midi. Il l'avait invitée à 2 reprises dans sa chambre à la cité universitaire. Elle avoua être bien avec lui. Non, Iba n'avait rien sollicité ni exigé. Tout était venu naturellement entre eux. Iba connaissait son état. Il avait refusé les services d'un copain qui voulait l'aider. Il tenait à elle. Boursier, il était décidé à se priver pour l'entretien de son enfant. J'apprenais tout d'un seul trait avec une voix pleine de hoquets, entrecoupée de reniflements, mais sans aucun regret. Aïssatou baissait la tête. Je la reconnaissais à son récit sans phare. Je la reconnaissais au don entier d'elle-même, à cet amoureux qui avait réussi à faire cohabiter dans ce cœur mon image et la sienne. Aïssatou baissait les yeux, consciente du mal qui m'accablait, moi qui me taisais. Ma main supportait ma tête lasse. Aïssatou baissait les yeux. Elle entendait le craquement de mes entrailles. La gravité de son acte ne lui échappait pas dans ma situation de veuve récente qui succède à mon état d'abandonnée. Dans les batailles de filles, à part Dada, elle était l'aînée. L'aînée devait être exemplaire. Mes dents claquaient de colère. Me souvenant comme d'une bouée de sauvetage de l'attitude tendre et consolatrice de ma fille pendant ma détresse, mes longues années de solitude, je dominais mon bouleversement. Je recourais à Dieu comme à chaque drame de ma vie. Qui décide de la mort et de la naissance? Dieu Tout-Puissant. Et puis, on est mère pour comprendre l'inexplicable. On est mère pour illuminer les ténèbres. On est mère pour couver quand les éclairs zèbrent la nuit, quand le tonnerre viole la terre, quand la boue enlise. On est mère pour aimer, sans commencement ni fin. Faire de mon être un rempart défensif entre tous les obstacles et ma fille, je mesurais à cet instant de confrontation tout ce qui me rattachait à mon enfant. Le cordon ombilical se ranimait, ligature indestructible sous l'avalanche des assauts et la durée du temps. Je la revis, nouvellement jaillie de mes flancs, gigotant dans ses longes roses, son menu visage fripé sous les cheveux soyeux. Je ne pouvais pas l'abandonner, comme le dictait l'orgueil. Sa vie et son souvenir constituaient un enjeu puissant qui démolissait les tabous et imposait à mon cœur et à ma raison sa supériorité sur tout. La vie qui frémissait en elle m'interrogeait. Elle grouillait pour s'épanouir, elle vibrait pour demander protection. C'est moi qui n'avais pas été à la hauteur. Repu d'optimiste, je ne devinais rien du drame de sa conscience, du bouillonnement de son être, de la tourmente de sa pensée, du miracle qu'elle portait. On est mère pour affronter le déluge, face à la honte de mon enfant, à son repentir sincère, face à son mal, à son angoisse. Devrais-je menacer? Je pris dans mes bras ma fille, je la serrai douloureusement dans mes bras avec une force décuplée, faite de révolte païenne et de tendresse primitive. Elle pleurait, elle hoquetait. Comment avait-elle pu, seule, cohabiter avec son secret? Me traumatiser l'effort et la maîtrise déployés par cet enfant pour se soustraire à ma colère, quand le vertige la saisissait ou quand elle me remplaçait auprès de ma turbulente marmaille, j'avais mal, je geignais, j'avais profondément mal. Un effort surhumain me redressa. Courage! Les ombres s'estompaient. Courage! Les lueurs s'initiaient en clarté apaisante. Ma décision d'aider et de protéger émergeait du tumulte. Elle se fortifiait au fur et à mesure que j'essuyais les larmes, au fur et à mesure que je caressais le front brûlant. Dès demain, la petite Aïssatou sera comblée. Farmata était étonnée. Elle s'attendait à des lamentations. Je souriais. Elle voulait des remontrances véhémentes. Je consolais. Elle souhaitait des menaces. Je pardonnais. Décidément, elle ne saura jamais à quoi s'en tenir avec moi. Comblée d'attention, une pécheresse l'a dépassée. Elle rêvait pour Aïssatou de somptueuses fêtes de mariage qui la dédommageraient de mes pauvres épousailles, alors qu'elle était une jeune fille déjà attachée à mes pas comme une ombre. Elle avait coutume de te glorifier, toi, Aïssatou, qui lui donnerait beaucoup d'argent au futur mariage de ton homonyme.
L'histoire de la Fiat aiguisait son appétit et attribuait une fabuleuse fortune. Elle rêvait de festivités et voilà que cette fille est allée se donner à un jeune étudiant désargenté qui ne lui sera jamais reconnaissant. Elle me reprochait mon calme. Tu n'as que des filles, adopte une aptitude qui peut continuer. Tu verras, si c'est Aïssatou qui a fait ça, ton trio de fumeurs, je me demande ce qu'il fera. Couvre ta fille de caresses, Ramatoulaye, tu verras. Je verrai bien en convoquant Ibrahim Assal pour le lendemain. Chapitre 25. Ibrahim Assal s'introduisit dans ma chambre à l'heure convenue. Son exactitude me plut. Grand, simplement habillé, des traits charmants dans l'ensemble, mais des yeux remarquablement beaux, veloutés, tendres dans les crins des longs cils. On les souhaiterait dans un visage de femme. Le sourire aussi. Mon regard s'attarda sur la dentition. Pas de séparation traîtresse. Ibrahim Assal incarnait bien, avec une note désinvolte, le jeune premier séducteur. Il me plut et je constatai avec soulagement sa propreté. Cheveux courts peignés, ongles coupés, chaussures serrées. Il devait être un homme d'ordre, donc sans fourberie. Je l'avais convoqué et c'est lui qui prit la direction de notre entretien. Cet entretien, combien de fois j'ai voulu le provoquer pour vous avertir. Je sais ce qu'une enfant représente pour sa mère et Aïssatou m'a tellement parlé de vous, de vos liens, que je crois vous connaître. Je ne suis pas un chercheur d'aventure. Votre fille est mon premier amour. Je souhaite qu'elle soit l'unique. Je regrette ce qui est arrivé. J'épouserai Aïssatou si vous êtes d'accord. Ma mère s'occupera de son enfant. Nous continuerons nos études. Et voilà, condensé et bien dit, tout ce que je souhaitais entendre. Quoi répondre? Donner facilement mon adhésion à ces propositions? Farmata, présente à l'entretien, veillait au grain. Elle le provoqua. C'est bien toi le premier? Oui, affirma Ibassal. Alors avertis ta mère, nous irons ou j'irai la voir demain pour lui annoncer ton forfait. Qu'elle économise beaucoup d'argent pour dédommager ma nièce. Et puis, tu ne pouvais pas attendre d'avoir une situation pour courir les filles? Ibrahim Assal acceptait les observations de la griotte sans énervement. Peut-être la connaissait-il de nom et de caractère pour lui opposer un silence si poli. Mes préoccupations étaient d'un ordre autre que celles de Farmata. Nous étions en pleine année scolaire. Comment manœuvrer pour éviter le renvoi de ma fille? Je fis part de mes craintes à Ibassal. Lui aussi y avait pensé. L'enfant naîtrait en pleines vacances. L'essentiel serait de ne point s'affoler, de laisser les mois filer, d'habiller Aïssatou dans des robes vagues. À l'ouverture prochaine, le bébé aurait 2 mois. Aïssatou rejoindrait sa terminale. Après sa terminale, le mariage. L'ami de ma fille raisonnait et me faisait penser à la clarté d'esprit d'Abba. Lui, Ibrahim Assal, n'encourait aucun risque de renvoi à l'université, et même s'il n'était que lycéen, qui signalerait à son établissement sa situation de futur père. Rien dans sa présentation ne changerait. Il demeurait plat, alors que le ventre de ma fille, rebondi, serait accusateur. Quelle loi clémente viendra secourir les lycéennes fautives dont les grandes vacances ne camouflent pas l'État? Je n'ajoutais rien à ton organisation. À ce moment, je sentis ma fille se détacher de mon être, comme si je la mettais au monde à nouveau. Elle n'était plus sous ma protection. Elle appartenait davantage à son ami. Une nouvelle famille naissait à mes yeux. J'acceptais mon rôle subalterne. Il faut bien que le fruit mûr tombe de l'arbre, que Dieu facilite à cet enfant la nouvelle direction de sa vie. Mais quel chemin, tout de même. Chapitre 26. Aïssatou, les habitudes rassurantes reprennent leur suprématie. Sous mes pagnes noirs, le battement monotone de mon cœur. Comme j'aime écouter ce rythme lent, un nouvel élément essaie de se greffer à la maisonnée. Ibrahim Assal passe chaque jour et donne à chacun de nous ce qu'il peut.
Amodofal, il apporte sa logique et sa clarté dans les discussions de sujets de dissertation. À Omar et Ousmane, il fournit régulièrement du chocolat. Il ne dédaigne pas de se mêler aux jeux de Malik et Alioune qui ont renoncé à la rue pour ma cour. Le bras de Malik est toujours dans le plâtre, pourvu que sa jambe qui ne ménage pas le ballon ne se casse pas à son tour. Mais le trio Haram, Yassine et Djeneba refuse sa caution à cette intrusion. Le trio le salue avec correction, mais sans enthousiasme. Le trio est hostile à ses invitations. Il lui en veut d'avoir pu. Ibrahim Assal talonne Aïssatou pour ses leçons et devoirs. Il a à cœur la réussite de son ami. Il ne veut pas être la cause d'une quelconque régression. Les notes d'Aïssatou mentent. À quelque chose, malheur est bon. Farmatza accepte mal Ibrahim Assal, qu'elle qualifie de sans gêne et sans vergogne. Elle ne rate jamais l'occasion de lui lancer « A-t-on jamais vu un étranger détacher une chèvre de la maison ?» Ibrahim Assal, imperturbable, essaie de s'adapter. Il recherche ma compagnie, discute d'actualité avec moi, m'apporte parfois des journaux et des fruits. Ses parents, prévenus depuis par la vigilante Fadmata, passent aussi nous voir et s'inquiètent de la santé d'Aïssatou. Et les habitudes rassurantes reprennent leur suprématie. Je t'envie de n'avoir mis au monde que des garçons. Tu ignores les transes qui me saisissent avec les problèmes de mes filles. Je me décide enfin à aborder les problèmes d'éducation sexuelle. Aïssatou, ton homonyme, m'a surprise. Je prends dès lors mes précautions. Je m'adresse au trio, les jumelles étant trop jeunes encore. Comme j'avais hésité dans le temps, je ne voulais pas armer mes filles en leur offrant l'immunité du plaisir. Le monde est à l'envers. Les mères de jadis enseignaient la chasteté, leur voix autorisée, stigmatisée, toute errance extra-conjugale. Les mères modernes favorisent les jeux interdits. Elles aident à la limitation de leurs dégâts, mieux à leur prévention. Elles ôtent toute épine, tout caillou qui gêne la marche de leur enfant à la conquête de toutes les libertés. Je me plie douloureusement à cette exigence. J'insiste pour que mes filles prennent conscience tout de même de la valeur de leur corps. J'insiste sur la signification sublime de l'acte sexuel, une expression de l'amour. L'existence des moyens contraceptifs ne doit pas mener à un déchaînement de désirs et d'instincts. C'est à son contrôle, à son raisonnement, à son choix, à sa puissance d'attachement que l'individu se distingue de la bête. Chaque femme fait de sa vie ce qu'elle souhaite. Une vie de femme dissolue est incompatible avec la morale. Que tire-t-on des plaisirs? Un vieillissement précoce et l'avilissement? Pas de doute, je soulignais encore. Des mots tombaient difficilement devant mes auditrices, de l'assistance. J'étais la plus vulnérable, car aucune surprise n'était peinte sur le visage du trio. Mes phrases hachées n'avaient suscité aucun intérêt particulier. J'avais l'impression d'enfoncer une porte ouverte. Le trio savait déjà, peut-être, un long silence, et le trio disparut. Je poussai un ouf de soulagement. J'avais l'impression de déboucher à la lumière après un long parcours dans un tunnel étroit. Chapitre 27. À demain, mon ami. Nous aurons donc du temps à nous, Aïssatou, d'autant plus que j'ai obtenu la prolongation de mon congé de veuvage. Je réfléchis. Cette tournure de mon esprit ne te surprend guère. Je ne pourrais m'empêcher de me livrer à toi. Autant me résumer ici. Les irréversibles courants de libération de la femme qui fouette le monde ne me laissent pas indifférente. Cet ébranlement qui viole tous les domaines révèle et illustre nos capacités. Mon cœur est en fête chaque fois qu'une femme émerge de l'ombre. Je sais mouvant le terrain des acquis, difficile, la survie des conquêtes. Les contraintes sociales bousculent toujours et l'égoïsme mâle résiste. Instrument des uns, appât pour d'autres, respectés ou méprisés, souvent muselés, toutes les femmes ont presque le même destin que des religions ou des législations abusives ont cimenté.
Mes réflexions me déterminent sur les problèmes de la vie. J'analyse les décisions qui orientent notre devenir. J'élargis mon opinion en pénétrant l'actualité mondiale. Je reste persuadée de l'inévitable et nécessaire complémentarité de l'homme et de la femme. L'amour, si imparfait soit-il dans son contenu et son expression, demeure le joint naturel entre ces deux êtres. S'aimer, si chaque partenaire pouvait tendre sincèrement vers l'autre, s'il essayait de se fondre dans l'autre, s'il assumait ses réussites et ses échecs, s'il exauçait ses qualités au lieu de dénombrer ses défauts, s'il réprimait les mauvais penchants sans s'y appesantir, s'il franchissait les repères les plus secrets pour prévenir les défaillances et soutenir en pensant les mots tuent. C'est de l'harmonie du couple que naît la réussite familiale. Comme l'accord de multiples instruments crée la symphonie agréable. Ce sont toutes les familles, riches ou pauvres, unies ou déchirées, conscientes ou irréfléchies, qui constituent la nation. La réussite d'une nation passe donc irrémédiablement par la famille. Pourquoi tes fils ne t'accompagneront-ils pas? Ah, les études. Ainsi, demain, je te reverrai en tailleur ou en robe maxi. Je parie avec Daba, le tailleur. Habitué à vivre loin d'ici, tu voudras, je parie encore, avec Daba, table, assiette, chaise, fourchette. Plus commode, tu diras, mais je ne te suivrai pas. Je t'étalerai une natte dessus le grand bol fumant où tu supporteras que d'autres mains puisent. Sous la carapace qui te raidit depuis bien des années, sous ta moue sceptique, sous tes allures désinvoltes, je te sentirai vibrer peut-être. Je voudrais tellement t'entendre freiner ou nourrir mes élans, comme autrefois, et comme autrefois te voir participer à la recherche d'une voie. Je t'avertis déjà, je ne renonce pas à refaire ma vie. Malgré tout, déception et humiliation, l'espérance m'habite. C'est de l'humus sale et nauséabond que jaillit la plante verte et je sens pointer en moi des bourgeons neufs. Le mot bonheur recouvre bien quelque chose, n'est-ce pas? J'irai à sa recherche. Tant pis pour moi si j'ai encore à t'écrire une si longue lettre. Ramatoulaye. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines publications. À très bientôt. Bye bye.